Ô Marie, notre médiatrice, c'est en vous que le genre humain met toute sa joie. Chapitre 29. De fer et de feu. Des hordes de moustiques ou de moucherons, ou les deux, petits, agressifs, sans pitié, mordeurs, piqueurs, pilleurs. Comme des bandes de soldats démobilisés, depuis une semaine, ils se goinfraient sur le moindre bout de chair. Isco n'y tenait plus, il balayait l'air devant lui, le nuage anticipait son mouvement, virevoltait, revenait, plus impitoyable encore. Sans compter ceux qui opéraient en solo. Isco voulait courir, échapper au bruit qui lui vrillait le cerveau. Ils approchèrent d'un torrent. Le grondement de la rivière couvrit le harcèlement sonore. Seul moment de paix où Isco pouvait presque imaginer que les moustiques avaient disparu. Ils étaient là, sur sa peau, se relayant, posant leurs dards sur ces traînées sanglantes laissées par ceux qui venaient d'être écrasés. Il en revenait toujours plus. Isco avait cru d'abord qu'en marchant sur les plaques de neige, il les éviterait. Il supposait que les moustiques craignaient le froid. On n'en voyait pas en hiver. Il avait tort. C'était pire. Sur fond blanc, les moustiques ressortaient. Quand il marcha de nouveau sur la terre et les rochers, les moustiques devenaient presque impossibles à voir, se confondant avec les couleurs de la toundra, la terre et un torrent. Ne pas voir, ne pas entendre, seul moment de répit, même s'il restait les piqûres, les morsures et le sang, courir, disparaître, fuir. À ses côtés, Daver Seva souriait. Insupportable ce sourire, pensa Isco. Le lapon montra sa main, brune et luisante de crasse et de graisse, une couche protectrice qui repoussait les insectes. Isco, lui, avait troué un drap qu'il s'était mis sur le crâne, mais des moustiques parvenaient à s'immiscer par l'ouverture des yeux. Isco se frappa le visage pour écraser les moustiques sous le drap. Il en restait. Il hésita encore à enlever le drap pour le secouer, mais une vingtaine de nouveaux moustiques réussiraient à se glisser sous le tissu. Mais il ne pouvait pas rester à se faire dévorer stoïquement. Il ne pouvait pas, ne supportait pas. Fuir où? Ils arrivèrent au campement, celui où l'incident avec les loups avait eu lieu. Daver Seva eut pitié. Il insista pour que le jeune basque se repose dans la tente familiale, le temps que la sienne soit montée. C'était la première fois qu'Isco pénétrait dans l'intimité des lapons, dans la gueule du loup, là où se tramaient les sortilèges, là où les morts étaient interpellés, les mondes bousculés, ça où les moustiques. Davet Sévra soutint la peau de renne tendue par un cadre en bois qui servait de porte. Isco hésita une seconde à peine, se courba et fit 2 pas à l'intérieur. La fumée qui stagnait le saisit à la gorge et aux yeux. Il fut pris d'une quinte de toux. Davet patientait derrière lui. Isco respira plus doucement, les yeux fermés. Ce silence. C'était la 3e fois depuis le début de l'été qu'ils effectuaient le trajet entre Pita et Nasfaer. Ils avaient marché toute la nuit pour profiter de la dureté de la neige, quand il en restait, de l'absence des moustiques. Un foyer occupait le milieu de la tente. La fumée s'en échappait par en haut, mais une partie stagnait sous la toile et faisait fuir les moustiques. Isco mit quelques minutes à s'habituer à ce voile de brume. Il faisait chaud et il ressentit bientôt le bienfait de cette étrange atmosphère. Une femme tendit une coupe en bois remplie de lait à Isco. Il remercia de la tête et s'assit à côté d'une fillette qui recula. La veille lui tapa sur l'épaule. Il fallait s'asseoir du côté des hommes. Isco regarda la femme et but, c'était fort et gras, du lait de renne épais. On le boit comme ça et on en fait du fromage aussi, dit Davet. Je sais, c'est fort. Tu peux rajouter de l'eau, on a moins soif comme ça. Vous ne mangez que ça? Nous, oui, on ne peut pas se permettre d'abattre un renne. Dans la marmite cuisait de la viande de renne. Et ça alors? Un renne tué par un glouton. On a pu sauver une partie de la viande. Tiens, prends. Isco regarda autour de lui. Nul meuble, aucun confort. Toutes les richesses de la famille tenaient dans la tente, derrière le feu. Il restait encore de l'espace. De nombreuses peaux de renne étaient entreposées et Isco s'adossa bientôt, se laissant envahir par la chaleur et un sentiment de bien-être.
Cela faisait des semaines qu'il n'avait pas ressenti une telle tranquillité. Tout aurait dû le repousser, cette fumée, l'odeur forte de crasse, de sueur, de moisie, d'humidité, des relents d'urine, de lait qui avait tourné de fromage fort, un mélange qui en d'autres temps et d'autres lieux lui aurait donné la nausée et qui maintenant le transportait dans un état second. Isco se demanda si cette tranquillité ne cachait pas une forme de lassitude. Darja, où était-elle? Et il porta la tasse à ses lèvres, la vida, accepta la peau de reine que Davet lui tendait. Il tomba dans un profond sommeil. Lorsqu'il se réveilla, longtemps après, il pensa d'abord aux moustiques. Pourquoi tu continues si tu ne les supportes pas? La route est prioritaire, la route du minerai, il faut l'assurer, c'est notre mission prioritaire, je te l'ai expliqué 10 fois déjà. Le relais, le tracé, le minerai, il ne va pas s'échapper. La route non plus, on ne peut pas attendre que les moustiques disparaissent. Isco secoua la tête, Davet ne comprenait rien aux enjeux. Le roi de Suède compte sur cet argent pour faire la guerre. Ici, on n'a pas besoin de faire la guerre. On a assez à faire à trouver à manger tous les jours. Qu'il vienne ici, il oubliera qu'il doit faire la guerre. Le roi de Suède a besoin de faire la guerre, c'est tout. Davet n'était pas convaincu. Il fera la guerre plus tard, c'est tout. Isco renonça. De toute façon, il ne pouvait pas détailler la vraie nature de sa mission. La réussite des Suédois serait celle des Français. Si l'argent entrait dans les caisses de Stockholm, la couronne suédoise aurait au moins la tentation de sceller des alliances dans le dos du roi de France. Le dernier relais avant Silbojok se situait sur un petit bout de terre entre deux lacs. Selon les règles établies, Silapon s'y tenait en permanence avec 50 rennes. Isco complétait sa carte, mesurant la largeur du lac à cet endroit. En face des tentes des Lapons, de l'autre côté du lac, à un peu moins d'une lieue, s'élevait une falaise qui tombait à pic dans l'eau. Juste derrière elle, s'élevait un sommet qui semblait retenir ce massif en train de se noyer. Il l'aimait bien, autant par le drame géologique qui se tramait sous ses yeux, que parce que la grotte de Harpéa, en moins, l'endroit lui rappelait le sommet bienveillant de Mendizar, qu'il avait dû franchir à de multiples reprises avec Carmelo pour passer des marchandises de contrebande côté espagnol, quand les sentiers proches de Saint-Jean-de-Luz étaient trop surveillés. Comme cette montagne-ci, le sommet de Mendizar surplombait une montagne un peu plus basse, dont un versant à pic s'ouvrait sur cette grotte de Harpéa. À croire qu'un esprit malin avait d'un coup d'épée géante tranché le flanc de la montagne du haut en bas, laissant ses entrailles à l'air. Avec Carmelo, il n'avait jamais osé s'aventurer dans les profondeurs de la grotte. Les rumeurs sur les rassemblements au clair de lune dans les cavernes proches de Saint-Jean-de-Luz suffisaient bien à leur frayeur. Le soir même, si du soir il ne goûtait pas dans l'obscurité, Isco s'assit autour du feu qu'une des lapodes entretenait devant les tentes. Assis face à la falaise, plongeant dans le lac, Isco pensa au pays. Dans le temps, avant de découvrir la foi, les Basques adoraient une déesse qui s'appelait Marie. Elle vivait sous terre et en sortait par des grottes et des cavernes, comme on en voit parfois ici. Lars Henriksson et Daver Seva balayèrent du regard le paysage les entourant. Le géomètre avait l'air terrifié. Chaque vendredi, c'est le rendez-vous des sorcières et on dit que Marie retrouve son homme pour provoquer les orages. Lars Henriksson se leva d'un bond. Ici, ce sont ces diables de Lapon qui provoquent les tempêtes. Savet Seva se leva et les quitta sans mot dire. Bon débarras, dit Lars Henriksson, lorsque le guide fut parti. Il suffit de les regarder pour voir combien le diable et la ruse les habitent. Et puis, j'entends bien ce que les gens racontent à Pietà. Eux, ils savent. Ils vénèrent des pierres sacrées, ils manipulent des tambours auxquels ils prêtent des pouvoirs maléfiques, comme d'aller dans le royaume des morts et d'en revenir. Une forme de résurrection, comme celle du Christ? Vous voyez bien, leur maudite croyante insulte notre foi. Ils vénèrent des pierres sacrées, dites-vous, et ne pensez pas les y surprendre. Ils vous jetteraient des sorts terribles. Isco était partagé. Il était enclin à donner foi à ces mises en garde, mais venant du géomètre, cela ne faisait que le mettre mal à l'aise.
Nous sommes bien donc inconscients et bien à plaindre de dépendre de tels êtres pour l'accomplissement de notre mission. Lars Henriksen remit une bûche dans le feu et haussa les épaules. Ils essayent bien de les ramener à la vraie foi, mais vous avez vu l'immensité de ces montagnes, il faudrait une main de fer pour les contraindre. De fer et de feu.